Et bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui reçu par Daffy Moto Coignères qui nous prête gentiment le showroom pour pouvoir tourner cette vidéo avec Charlie. Et Charlie, il a une histoire passionnante, forte. C'est quelqu'un, vous allez le découvrir. Vous allez voir, c'est Charlie quoi. Allez, c'est parti avec Charlie. Bonjour Charlie. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Est-ce qu'en deux petits mots, tu pourrais te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours et ton histoire, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Charlie, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, motard depuis 2010 et j'ai subi un grave accident de la route le 5 juillet 2019, le jour de mon anniversaire, qui m'a coûté du coup ma jambe droite. Et aujourd'hui, je suis là parce que j'ai refait de la moto et je sors tout juste de mon week-end, mon premier week-end de compétition dans le cadre de la PMR Cup. Donc c'est un championnat de France vitesse réservé au handisport. Génial. Enfin, pas génial pour l'accident, mais génial pour les 24 heures. C'est quand même un truc qui est assez exceptionnel. Donc motard depuis le début, motard depuis toujours. T'as grandi dans une famille de motards, toi, à la base? Pas du tout. Mes parents ne sont absolument pas moto. J'ai même passé le permis et acheté ma première moto dans le dos de tout le monde. Ils m'ont découvert habillé tout en noir avec une moto noire. Ma première, c'était une Z750. Ils étaient au courant de rien du tout? Rien du tout. T'as gardé le mystère jusqu'au bout? C'est ça. Et j'ai mes 2 petits frères qui ont fait la même chose que moi après. Ils ont passé leur permis, ont acheté leur moto. Sauf que le grand frère avait un peu ouvert la voie, donc ça s'est fait différemment. Mais ouais, c'est souvent le rôle de l'aîné en fait, d'ouvrir le chemin, quoi. C'est ça. Et les petits passent derrière, c'est beaucoup plus simple pour eux souvent. Du coup, t'as toujours eu des motos? Toujours non. Vu que mes parents n'étant pas motards, j'ai jamais eu de 50 cm3. Donc j'ai directement attaqué par une 750 Z. Et après, j'ai pris l'IA RSV 1000R de 2004. Ensuite, j'ai eu mon premier CBR 1000 de 2007 et avec laquelle je me suis mis à la piste. Et ensuite, je l'ai revendu pour racheter la version d'après, les CBR 1000 de 2010, avec laquelle, du coup, j'ai eu mon accident. Et l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, on évolue dans la moto, donc on sait que c'est des choses qui peuvent arriver. En général, on se dit toujours, ça n'arrive qu'aux autres. Sauf que, et je te remercie beaucoup aujourd'hui de venir nous porter ton témoignage et puis nous raconter un petit peu les choses du quotidien et des choses qui peuvent se passer pour de vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé ce jour-là? Alors ce jour-là, donc c'était le jour de mon anniversaire, j'en ai 33 ans, début juillet, donc beau temps, bon bitume, pas de pluie ni rien. J'allais au travail et sur le village d'après, il y a un centre de formation sur ma droite et des véhicules qui peuvent entrer et sortir. Et effectivement, il y avait une camionnette blanche avec une voiture derrière qui est venue justement me couper la route et qui visiblement s'est arrêtée devant moi. Donc moi j'ai découvert la voiture que j'avais pas encore vue quand elle était devant moi. Donc là j'ai eu beau resserrer les freins à fond la caisse, ça m'a même un petit peu délesté. Je suis rentré de plein fouet dans la voiture. Quand on a un obstacle comme ça en moto en général, on se débrouille pour essayer de taper droit, décoller au-dessus et se débrouiller en l'air pour atterrir. Le problème c'est que moi j'ai bien tapé droit, mais la voiture était justement de travers. Donc en fait la moto est venue complètement s'incarcérer dedans. Elle s'est coupée en 4, on a retrouvé la fourche dans le fossé à côté. Et en fait, ma jambe droite s'est retrouvée coincée entre le châssis de la moto et la voiture. Avec l'inertie, mon corps a voulu faire qu'une chose, c'est passer par-dessus la voiture, ce qu'il a très bien réussi à faire. Mais la jambe a décidé que non, je suis coincé, donc tout s'est arraché sur place. Et je me suis débrouillé en l'air après, mais j'étais conscient de tout. J'ai senti, j'ai vu ma jambe s'arracher. Et voilà. Et puis après, j'ai atterri par terre, j'ai fait mes roues de boulet. Mais tu étais conscient de tout. Tu te rappelles de chaque détail de la camionnette, qu'elle est blanche. Tu te rappelles de ça ou c'est des gens qui te l'ont raconté derrière? Ah non, je me rappelle de tout, même au point où je savais que c'était une Golf 5 noire en 3 portes. Et j'ai un ami qui m'a dit non, j'ai vu la voiture, c'est une 5 portes. Il dit t'es sûr? Pour moi, c'était une 3 portes. Il a revu la voiture après, il m'avait dit non, t'as raison, c'était une 3 portes. Ah, donc conscient de tout du début à la fin. Conscient de tout. C'est même moi qui ai donné les directives. Une fois que entre ce qu'on voit, ce qu'on réalise, et puis ça se passe très très vite.
Donc quand j'ai entendu un des appels au secours dire membre inférieur arraché, il l'a répété plusieurs fois, je me suis dit ok, donc j'ai vraiment perdu ma jambe, c'est pas mon cerveau qui a déliré. Là, j'ai eu la chance d'avoir Franck qui était en centre de formation. Il est venu pour me faire le garrot. Donc, je lui ai donné ma ceinture pour le faire. Et après, en fait, j'ai donné toutes mes directives. Donc, je leur demandais de mettre ma jambe dans la glace. Je l'ai répété beaucoup de fois. Et tant qu'on n'était pas venu me dire, c'est bon, ta jambe est dans la glace, je passais pas à autre chose. Donc, ça a été fait. Ils l'ont gentiment prise. Ils l'ont mis dans un congélateur. Ça, je l'ai su après. Une fois qu'ils me l'ont dit, je leur ai dit, voilà, appelez ma femme. Et après, je leur ai dit, non, surtout n'appelez pas ma femme parce que sinon, elle va me terminer. Donc, je leur ai demandé d'appeler mon frère. Une fois que c'était fait, je leur ai dit qu'au niveau du résus sanguin, je suis à plus. Je savais que j'allais être transfusé, qu'il allait me falloir du sang. Tant qu'on m'avait pas répété, OK, t'es à plus, c'était redondant, je suis à plus, je suis à plus, je suis à plus, je suis à plus, voilà. Et une fois que c'était fait, une fois que Franck a posé le garrot, qu'il a bien dit, marquez-lui sur le front 10h23, heure du pose du garrot. J'avais fait la formation de secours, le brevet des CST, dans le cadre du travail. Donc, c'était des choses que j'avais vues récemment. Donc, je savais que j'étais avec quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. C'était pas un touriste qui avait vu Grey's Anatomy ou Dr House. On va s'improviser à faire des trucs bizarres. Donc, je savais que j'étais bien pris entre les mains. Et à ce moment-là, j'ai eu un moment de répit à me dire, c'est bon, je peux souffler. J'ai fait ma partie entre guillemets. Mais t'étais vraiment en mode action. Ah oui, il fallait que ça dépote. Et le seul moment justement où j'ai eu ce petit moment de calme, je me suis dit ouais, je suis quand même fatigué. Je perdais du coup beaucoup de sang parce que c'est l'artère fémorale qui était sectionnée. Cette artère-là, faut savoir que l'espérance de vie avec juste cette artère coupée, c'est entre 2 à 3 minutes. T'étais conscient de ça au moment où ça t'arrivait? Oui. Que c'était Alors pas au niveau des temps, mais je savais que là clairement je me vidais de mon sang. Donc quand il relâchait, parce qu'il a tenu 10-15 minutes, le temps que les secours arrivent, en train de serrer une ceinture, dès qu'il relâchait, en fait, j'avais un sentiment de brûlure atroce, exactement comme si on posait la main sur un barbecue, et qu'au moment où ça brûle vraiment et qu'on retire la main, non, en fait, là, la main elle reste. Donc je lui disais, non, vraiment, serre pour que ça, la brûlure en fait s'arrête. Et au moment où je me suis dit, c'est bon, je peux me tranquilliser, je peux me reposer, je me suis même dit, je vais faire une petite sieste, reprendre des forces pour justement aller sur la partie d'après. Et je me suis dit, non, si tu t'endors à ce moment-là, tu te réveilleras jamais. Donc, non, bouge, gueule, fais ce que tu veux, râle, fais chier tout le monde, mais faut que tu gigotes et que tu fasses des choses. Alors, gigoter sans augmenter le rythme cardiaque pour pas que ça sorte plus. Mais voilà, fallait que je reste dans l'action pour ça. T'as pas perdu connaissance à un moment? Non, le seul moment où j'ai perdu connaissance, c'est une fois que les gentils monsieur en blanc m'ont foutu dans le coffre du SMUR. Et là, le gentil monsieur en blanc m'a dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on est avec vous et bonne nuit. Et là, ils m'ont foutu en coma artificiel. D'accord. Et donc, coma, combien de jours? 5 jours. Tu te réveilles? Donc forcément intubé, etc. Tes proches ne savent pas dans quel état ou comment tu vas te réveiller et est-ce que tu as tout gardé? Où est-ce que tu en es en fait? C'est ça. Et que pour eux, les 5 jours, ils sont excessivement longs. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté, eux, par rapport à ça? Par rapport à leur vécu des 5 jours? Leur vécu des 5 jours, en fait, j'ai la chance d'être très très bien entouré, déjà à l'époque. Et en fait, ils étaient tous dans la salle d'attente de réanimation. Et en fait, ils ont formé une espèce de vraie communauté autour de ça. Il y en a qui sont venus parce qu'ils se sentaient vous se voyaient pas être ailleurs que là pendant justement que j'étais dans le coma où j'avais toujours le pronostic vital engagé et qui sont pas venus me voir. Il y en a qui ont eu besoin de venir me voir entre ce qu'ils ont eu comme info et de me voir. Ils ont eu besoin de lier l'information à l'image. Ils ont eu une cohésion exceptionnelle et au niveau de ma famille, mes amis, là qui se sont rencontrés pour la première fois et j'ai des potes, des amis qui ont rencontré ma femme pour la première fois, qui en avaient déjà entendu forcément parler, mais elle m'a dit, même mes frères, on a vu des gens qui te connaissaient vraiment, dont on n'avait jamais entendu parler, et on les voyait être là pour toi, et c'est extraordinaire. Dans le service de réa, ça fait beaucoup de monde qui débarque. Ah ouais, et on sait que dans oui. ces services-là, il y a quand même une certaine réserve, il y a un certain calme à avoir, et que même par rapport à toi, en tant que patient, tu as besoin de retrouver des forces. Et quand tu as trop de monde qui vient te voir, c'est pas forcément les meilleures conditions. C'est pour ça qu'en fait, ils avaient le droit les médecins avaient dit justement un quart d'heure chacun, pas plus. Il y a des jours où ils avaient mis en off complet, que je vois personne parce qu'effectivement, ça me faisait très plaisir, mais ça me fatiguait et ça se voyait.
le suivi psychologique que j'avais refusé au début, je l'ai accepté maintenant depuis un peu plus d'1 an pour justement arriver à cadrer les choses et à savoir, j'ai une réaction, est-ce que c'est normal ou pas. Voir mes enfants jouer sur un parking, sur le parking de chez moi, avec le portail ouvert, et ça, c'était pas moi, parce qu'avant, j'avais la possibilité de faire les choses, d'aller fermer le portail, ou même sans le fermer, d'avoir la possibilité de mettre mes enfants en sécurité. Donc, tout ce qui va me ramener, en fait, à ma perte de motricité, à mon handicap, c'est des choses qui, effectivement, peuvent me faire dévisser très vite, et où je suis clairement un sale con dans ces périodes-là. Donc, c'est une nouvelle facette de la personnalité que j'ai, sur laquelle il faut que je travaille, sur laquelle il faut que sur laquelle je suis bien entouré. On sait me dire, là, Charlie, t'es un gros con. Donc, et c'est positif. Ça fait pas plaisir à entendre parce qu'on se dit, j'ai mal fait quelque chose. Mais le suivi, justement, psychologique permet de dire, oui, c'est pas bien, c'est négatif, mais c'est normal. Et il faut que tu travailles dans ce sens-là pour améliorer la situation, que ce soit plus facile, notamment au niveau des enfants. Mon fils qui se barre en courant, sur le coup, je peux pas lui courir après. Il va se mettre en danger, il y a la route, ça va m'énerver. Mais il n'a pas à subir ma colère par rapport à ça. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que même quelqu'un comme toi, qui a quand même une vraie force de caractère, il y a vraiment quelque chose, t'es très bien entouré, t'as beaucoup de monde autour de toi, 4 ans après, tu ressens quand même le besoin de te faire aider par des professionnels et d'aller voir un psychologue. Ouais. Alors que pour moi, vraiment, j'avais en tête que, par exemple, la dépression ou des choses comme ça, c'était des choses entre guillemets de faibles. Clairement, pour pas appeler un chat, c'était des trucs de faibles. C'est des gens qui se laissent abattre, qui ceci, qui cela. Donc, j'avais pas du tout cette volonté-là. Quand le psy, j'avais un des psys d'hôpital qui était venu me voir la première fois, et il me disait, mais est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous voulez me parler? Non, parce que j'ai tellement l'entourage autour de moi, même au niveau de mes problématiques engendrées, que ce soit les avocats, que ce soit au niveau de faire les papiers à l'assurance, etc. Tout mon entourage, ceux qui étaient compétents dans le domaine, ont pris les choses en charge. Donc j'avais pas besoin de m'occuper de ça. Ton accident, alors un accident, ça tombe jamais bien, c'est jamais au bon moment et c'est jamais quelque chose de bien. Clairement. C'est jamais positif, quoi, clairement. Par contre, là, je crois que pour toi, il tombait vraiment un moment où il fallait pas que ça tombe, quoi. Non, parce que surtout que la grosse problématique, c'est que on était locataire avec mon épouse, on avait déjà eu ma petite fille, on voulait avoir d'autres enfants et on avait trouvé un terrain, on voulait faire construire. On avait trouvé un terrain, on avait signé le compromis de vente au mois de mai, on avait reçu les offres de prêt de la banque le jeudi. On les avait reçus le jeudi et le jeudi la veille, quoi. Le jeudi la veille, et on m'a shooté le lendemain. Et j'avais dit à ma femme, on a les offres de prêt, on va regarder, on va étudier toutes les petites lignes, les petits ceci, les petits cela, et on signe ça tranquillement dimanche soir, mais on se pose et on voit ça. Et au final, ayant eu mon accident le lendemain, la banque a été au courant, je crois, 2 ou 4 heures après l'accident, effectivement, a appelé mon épouse, et lui a dit, on a appris, machin, on est désolé et tout, et les offres de prêt, ça sert à rien, hein. D'accord. Donc là, ça nous a créé d'autres problèmes parce que le terrain, on était dans l'obligation de l'acheter. En tout cas, dans notre tête, à ce moment-là, on savait pas s'il y avait d'autres recours, force majeure ou autre. Mais pour nous, on avait levé toutes les clauses suspensives, le permis de construire accepté, le prêt, on avait eu des offres de prêt. Donc comment se désengager? Donc j'avais un terrain sur lequel on n'avait plus le prêt. Et la seule chose avec ce qui restait comme argent, c'était d'aller acheter une cabane à Casto ou le Roi Merlin et de vivre dedans. Donc c'était une catastrophe en fait. Donc évidemment, la maison qui devait être clé en main, on a retiré des prestations, des ci, des ça. On a dû agrandir un petit peu la maison pour avoir un peu plus de place, pour passer un fauteuil, pour ceci, cela. Mais dans la précipitation, on avait tellement de choses à faire en plus. C'est mon épouse qui a géré l'ensemble du chantier toute seule en fait. Elle a eu de l'aide justement avec des amis, avec ses parents. Mais en dehors de ça, elle s'est retrouvée, je l'ai complètement abandonnée. Parce que moi, j'ai fait 18 mois d'hôpital, elle était solo, quoi. Salut chérie, je me retape, démerde-toi, quoi. Alors, je sais pas si abandonner, c'est le bon mot, mais en tout cas, par la force des choses, t'étais pas là. C'est comme ça que je l'ai vécu, en fait. Oui, mais par la force des choses, t'étais pas là. C'est pas un choix de ta part de la laisser tomber, de la laisser gérer ça toute seule. Non, clairement. Alors, t'as de la chance d'avoir une épouse qui, visiblement, a au moins autant de caractère que toi. Je pense qu'il en... Si ce n'est plus. Et du coup, par rapport à la nouvelle maison que vous étiez en train de faire construire sur le plan d'architecte,
il a fallu vous adapter à cette nouvelle réalité et réaménager beaucoup de choses. Ça sera jamais comme avant, mais d'aller dans le sens où la vie soit plus facile que ce qu'elle est aujourd'hui en tout cas. Oui, s'il y a des choses qui peuvent vous simplifier le quotidien, faut le faire et faut les prendre, quoi. C'est déjà suffisamment dur sur des petites choses du quotidien, et en fait, des choses qui pour les valides sont simples et évidentes. Pour vous, ça devient des trucs qui sont vraiment ultra compliqués, quoi. Ouais, bah, typiquement d'être assis avec la prothèse qui pend, là c'est en train de m'appuyer sur l'arrière de la fesse et ça devient de plus en plus douloureux. Donc c'est que des choses comme ça. Un valide, il pense pas à la problématique effectivement de comment je vais m'asseoir. Bon, il y a le tabouret, il y a un peu de mousse, un peu de machin, voilà. Mais là, rien que le fait de gigoter et de reculer, bah, je recule pour qu'il y ait moins de poids dessus. Et voilà, là, ça m'appuie moins dessus, ça me fait moins mal. Bon, c'est peut-être parce que c'est l'heure du café en fait. C'est possible aussi. C'est possible. Allez, on va prendre un petit café et on revient.